Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 23 novembre. Les sapeurs-pompiers manifestent leur mécontentement dans de très nombreuses villes de France. Ils veulent que leur profession soit reconnue dangereuse et insalubre. Le premier secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste de Paris, Jean-Marie Le Guen, démissionne de cette fonction. Comme pour Dominique Strauss-Kahn, le nom de Jean-Marie Le Guen est cité à propos de l'affaire de la nef. En Algérie, obsèque de Abdelkader Hachani, le numéro 3 du Front islamique du Salut. La presse algérienne accuse le GIA. L'Église allemande se soumet à l'injonction du pape. Les centres d'accueil catholiques pour les femmes désirant avorter ne délivreront plus de certificats. En 1980, il chantait « Je n'ai pas vu passer le temps ». Charles Aznavour est notre invité ce soir pour notre bonheur. À l'occasion de la sortie des enregistrements de plusieurs de ses concerts depuis 30 ans, nous retrouverons à la fin de cette édition. Et puis à ces titres, j'ajoute une nouvelle qui vient de tomber il y a juste quelques minutes. La France et la Grande-Bretagne sont convenus d'un protocole d'accord pour tenter de résoudre le conflit sur l'interdiction de l'importation de bœuf britannique sur le territoire français. Nous y reviendrons dans quelques instants. Alors aussi surprenant que cela puisse paraître, le métier de sapeur-pompier, qui consiste à sauver des vies humaines dans des circonstances les plus périlleuses parfois, n'est pas considéré comme une profession dangereuse ou insalubre. Alors est-ce pour éviter d'accorder entre autres avantages une retraite à 50 ans? Toujours est-il que les sapeurs-pompiers professionnels de la plupart des grandes villes de France se sont mobilisés aujourd'hui. Commentaire Gilles Marinet. Ils ont gardé leur tenue de pompiers, mais ils sont manifestants. Au Conseil général de Seine-Maritime, ils ont séquestré pendant 3 heures cet après-midi le président. Je ne signerai jamais rien sous la contrainte. Voilà, recevez le représentant syndical. À Rouen comme à Bordeaux, un peu partout en France, des milliers de pompiers professionnels ont manifesté pour leur statut. À 16h30, le pompier ne joue pas aux cartes. C'est pas de la détente, c'est pas du loisir. On part au feu, on va sauver des vies. À minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h du matin, on est debout. Les interventions, la nuit, c'est les plus longues des interventions, les plus difficiles, les plus pénibles. Et le palpiton, là, le palpiton, on le ressent, nous, hein. On le ressent, hein. On en prend un coup, hein. Le palpiton, on en prend un coup, hein. Ces pompiers réclament le classement de leur profession en catégorie dangereuse et insalubre. Aujourd'hui, 2 métiers seulement répondent à ces critères, 2 métiers très particuliers, certains employés de l'Institut médico-légal de la ville de Paris et des égoutiers de la capitale. Principal avantage, la possibilité de partir en retraite à 50 ans. Il se trouve qu'à 50 ans, on est vieillissant et on n'a peut-être plus tout à fait la même condition physique nécessaire pour pouvoir monter une échelle à 30 mètres de haut, porter quelqu'un d'un balcon jusqu'en bas sur ses épaules ou sur son dos. Et après 50 ans, quand on a donné 25 ans de sa vie dans un métier comme celui de sapeur-pompier professionnel, eh bien je peux vous assurer qu'on est un peu plus usé que la moyenne. D'autres professions, sans avoir officiellement le statut revendiqué par les pompiers, ont pu obtenir la retraite à 50 ans. Surveillants de prison, contrôleurs aériens, policiers. Comme eux, les 26 000 pompiers professionnels redoutent l'usure physique plus que l'accident. C'est pour cela qu'ils réclament un statut particulier. Entre autres difficultés pour exercer leur métier de sauveteur, les sapeurs-pompiers se heurtent parfois à des actes de violence dans certains quartiers. Dans le département du Bas-Rhin, où la mobilisation des pompiers était aujourd'hui importante, Christine Boss et Sylvain Gauthier ont recueilli leurs témoignages. De mémoire de pompiers, jamais la colère n'est allée jusqu'à s'exhiber sur les camions. Aujourd'hui, tous les centres de secours du Bas-Rhin affichent le lot quotidien des 400 pompiers professionnels du département. Dès qu'on arrive sur un feu de voiture, c'est pour ainsi dire l'embuscade, quoi. On nous lance des cailloux et puis on nous provoque verbalement surtout. Et puis bon, on ne peut pas répondre, quoi. Depuis le début de l'année, 912 voitures ont été incendiées dans l'agglomération strasbourgeoise. Autant d'interventions à risque pour une profession qui demande enfin à être reconnue comme discipline dangereuse et insalubre. Nous avons des missions qui ont un caractère d'insalubrité, de pénibilité, de dangerosité. Cette demande, je dirais, est légitime depuis plus de 30 ans. Non grévistes aujourd'hui, mais solidaires, les pompiers du Bas-Rhin sont mobilisés depuis des semaines. Action coup de poing ou manifestation comme hier dans les rues de Strasbourg pour dénoncer également l'inégalité des indemnités perçues selon les départements. Agresser, mépriser, les sapeurs-pompiers demandent aujourd'hui un peu plus de considération.
Et la nuit dernière à Beauvais, c'est dans le nord, près de Lille, les véhicules des pompiers n'ont pas réussi à approcher une maison en flammes dans une ruelle trop étroite. Dans cette maison, 3 enfants de 4, 7 et 9 ans sont morts dans un incendie. Les parents ont juste eu le temps de sauver avec eux leur 4e enfant en le jetant de l'étage par la fenêtre dans un buisson. Dans l'Aude, 10 jours après les inondations, près de 2000 sapeurs-pompiers et hommes de la sécurité civile, militaires et gendarmes s'activent toujours pour effacer les traces de la catastrophe qui a fait 33 morts. Le coût global pour le réseau ferré est estimé à 100 millions de francs. Les dégâts sur les routes et les voies ferrées sont très importants, comme ont pu le constater Karine Comadzi et Cyril Paquier en suivant une équipe de la direction départementale de l'équipement de l'Aude engagée dans des travaux de reconstruction à l'ouest et au sud-ouest de Narbonne, c'est dans les Corbières. C'était il y a 10 jours au cœur des Corbières. Quelques minutes plus tard, le pont de Durban allait disparaître sous une vague de 8 mètres. Aujourd'hui, le soleil éclaire cruellement un morceau de l'ouvrage charrié par les eaux, des dizaines de mètres plus loin. Après avoir raclé la boue, les habitants traumatisés découvrent un village à recoudre, déchiré en deux. Vous reconnaissez votre ville? Non, je ne reconnais pas du tout notre ville. C'est vraiment comme une catastrophe. C'est sans précédent. Et alors vous qui êtes électricien, l'électricité à Durban, il y en a? Il y a du courant, oui, les ampoules s'allument, mais c'est tout. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse mettre des motifs lumineux pour Noël cette année. Des Corbières aux basses plaines de l'Aude, les voies de communication du département évoquent l'ampleur de la catastrophe. Comme cette voie ferrée à Salelles-d'Aude, 30 routes ont été déchiquetées. 350 hommes de l'équipement venus de tout le sud de la France s'activent à la reconstruction. À Fabrezan, l'armée prête main forte pour remplacer le vieux pont du village. La portée du pont métallique qui va être reposé provisoirement est de 50 mètres. Et on espère bien avoir terminé l'ensemble des travaux d'ici jeudi soir. On dénombre quand même 17 ponts qui ont été complètement détruits, 50 ponts endommagés gravement, et on ne les a pas tous recensés puisqu'il faut faire des visites sur les ponts considérés comme bien portants. Le chiffrage des dégâts est tel que sans des aides massives de l'État, notamment les communes, seraient complètement incapables de faire face. On peut citer des chiffres de l'ordre de 20 à 30 millions de dégâts pour des communes de 500 habitants. 2 à 3 mois suffiront pour rétablir les jonctions. En revanche, il faudra des années avant que l'Aude ne retrouve des voies de communication dignes d'un département qui vit du tourisme. Concernant les intempéries, les risques de nouvelles tombées de neige et de pluie verglaçantes demeurent dans la vallée du Rhône. L'autoroute A7 a été rouverte aux voitures ce matin sur la totalité de son parcours, mais entre 300 et 400 foyers seraient toujours privés d'électricité ce soir dans la région de Gardanne, c'est dans le département des Bouches-du-Rhône. Première explication publique pour les 7 spéléologues qui restèrent bloqués 10 jours au fond du gouffre des Vitarelles, près de Gramat, dans le département du Lot. Ils ont expliqué comment ils se sont organisés, mais au-delà de leur témoignage, il y a beaucoup de questions sur le coût des secours et les moyens engagés. Reportage David Bazier et Vincent Dubroca. Les 7 spéléos rescapés posent, ils sont venus répondre aux questions de la surface. La disparition s'est transformée en aventure. Ils racontent les périls de 11 jours sous terre, près d'une rivière en crue. Et puis surtout des eaux démontées. Un clapot et des vagues de 2, peut-être 3 mètres de haut. Et on se demandait ce qui se passait. On avait une vision apocalyptique. Lors de son sauvetage, Philippe Verger affichait un moral au beau fixe. Mais il est conscient d'avoir frôlé la mort lorsqu'à bord de son canot pneumatique, l'eau continuait de monter jusqu'à le rapprocher à 1 mètre du plafond, seulement 1 mètre d'air pour échapper à la noyade. C'est un moment effectivement très fort. Là, on bascule constamment entre l'espoir et puis une fin proche. Les 7 rescapés savent aussi qu'ils doivent la vie à des moyens considérables. Le coût des recherches s'élèverait à 5 millions de francs. Les collectivités territoriales et peut-être l'État vont devoir payer cette facture. Les 7 tenaient aussi à répondre à ceux qui ont mis en balance le prix de leur vie et celui des secours. Je pense que nous n'avons pas commis d'erreur. Le bulletin météo est arrivé après notre entrée dans la grotte. S'il était arrivé plus tôt, on serait pas descendu à coup sûr. Que ce soit des spéléos, que ce soit des accidentés de la route, des victimes de catastrophes naturelles, ou des balades, des toxicomanes, des alcooliques, c'est un coût de sauver des vies humaines. Alors si on doit ramener chaque vie humaine à un montant,
c'est triste. La fédération de spéléologie rappelle qu'elle autogère les secours grâce à ses sauveteurs bénévoles. Mais du côté des collectivités territoriales, on demande une législation similaire à la loi montagne qui rend obligatoire un système d'assurance secours. L'embargo de la France sur l'importation de viande de bœuf britannique vit peut-être ces derniers jours, car on vient de l'apprendre, la France et la Grande-Bretagne sont convenus ce soir à Bruxelles d'un protocole d'accord, Gérard. Oui, c'est un protocole d'accord qui a été signé à Bruxelles entre les experts français, anglais et européens qui étaient réunis depuis le 12 novembre. En fait, l'accord porte sur les 5 points que soulevait la France, à savoir l'étiquetage. La France sera autorisée de pouvoir spécifier sur la viande anglaise qu'elle est bien anglaise. Sur la traçabilité, comme en France, on pourra remonter à partir d'un morceau de viande toute la filière jusqu'à la bête d'origine. Sur les tests, les Anglais acceptent les tests français, irlandais ou suisses sur tous les animaux nés depuis 1996. Sur les contrôles réguliers de la viande anglaise au niveau des abattoirs, au niveau de la douane. Et puis enfin sur les produits dérivés, en clair par exemple, des raviolis fabriqués en Italie mais contenant de la viande anglaise, eh bien ce serait spécifié que la viande est anglaise. Alors maintenant, c'est à l'AFSA, l'Agence française de sécurité alimentaire, de se prononcer. Elle sera saisie dès demain et elle devrait rendre son avis assez vite. L'idéal, ce serait qu'elle le rende avant le sommet franco-britannique qui se tiendra jeudi entre Tony Blair, Lionel Jospin et le président Chirac. Si c'est le cas, bien évidemment, cela mettrait un terme à une crise qui a empoisonné depuis plusieurs semaines les relations franco-anglaises, et puis la France échapperait à la procédure d'infraction qui est engagée à son encontre au niveau européen. Merci Gérard. Le 82e congrès de l'Association des maires de France compte près de 35 000 membres. Jusqu'à jeudi, les maires sont réunis à Paris et il sera beaucoup question du statut des élus, de leur rapport avec la justice et des responsabilités qui pèsent sur les conseils municipaux. Mais pour l'ouverture du congrès, c'était plutôt embrassade, bousculade et des sous-entendus, du moins parmi les maires RPR, puisque Jean-Paul Delevoye et Michel Alliot-Marie, les deux candidats à la présidence du RPR, étaient présents. Reportage Philippe Boissry et Michel Levasseur. Ils n'auraient raté la photo pour rien au monde. Les deux candidats encore en lice pour la présidence du RPR, s'embrassant, tout sourire. Le 4 décembre prochain, l'un aura terrassé l'autre, mais pour l'instant, chacun prend la pose, bras dessus, bras dessous. Officiellement, Michel Alliot-Marie n'est là qu'en tant que membre du bureau de l'Association des maires de France. Mais lorsqu'un baron du gaullisme vient la soutenir, on fait signe aux journalistes. Et en coulisses, les discussions avec les éliminés du premier tour vont bon train. Nous nous rencontrons, vous savez, très régulièrement, ne serait-ce que dans l'hémicycle tout à l'heure, ou autour de l'hémicycle à l'Assemblée. Et puis bon, je pense qu'ils vont vous dire maintenant très bientôt ce qu'ils ont l'intention de faire. Mais de toute façon, ce qu'il faut bien voir, c'est que les électeurs aujourd'hui sont libres. Officiellement, Jean-Paul Delevoye n'est là qu'en tant que président de l'Association des maires de France. Il s'est pourtant bien entouré. La veuve de Lino Ventura à un bras, Laetitia Casta, la nouvelle Marianne, à l'autre. Lui aussi a rencontré François Fillon, perdant du premier tour, mais courtisé pour ses 25% de suffrage. Sur ce sujet, Jean-Paul Delevoye n'a qu'une réponse. Je ne fais des commentaires que concernant l'Association des maires de France ici. Donc vous n'êtes pas candidat aujourd'hui? Pas du tout. Voilà, venez là. Attendez, venez là, voilà. En fait, Jean-Paul Delevoye n'avait qu'une chose à dévoiler aujourd'hui, le nouveau buste de Marianne. Et ça, les photographes ne l'auraient raté pour absolument rien au monde. Le député socialiste de Paris, Jean-Marie Le Guen, démissionne de son poste de premier secrétaire du Parti socialiste de la capitale. Son nom a été souvent cité dans les affaires de la MNEF. Jean-Marie Le Guen exerça pendant 20 ans des responsabilités au sein de la Mutuelle nationale des étudiants de France. Il a suivi l'exemple de Dominique Strauss-Kahn. La rumeur se faisait pressante. Jean-Marie Le Guen, pour protéger son parti, abandonne donc son mandat parisien militant. Explication Laurent Hakim et Vincent Maillard. On appelle cela prendre du recul. Jean-Marie Le Guen n'est pas convoqué par la justice, il n'est pas mis en examen. L'ancien responsable de la MNEF dénonce ce qu'il appelle les calomnies sur son implication dans le dossier judiciaire de la mutuelle étudiante. Moi, je prends une décision alors que je ne suis en rien concerné par des procédures judiciaires. Je le fais parce que, indépendamment du fait que c'était un choix préalable, je le fais aussi parce que je pense que cette décision va créer une prise de conscience plus forte chez les militants socialistes et la nécessité de serrer les rangs. Une distance toute relative puisque Jean-Marie Le Guen reste député du 13e arrondissement de Paris. Depuis début novembre, il est le 4e responsable socialiste démissionnaire dont le nom apparaît dans le dossier de la mutuelle. Avant lui, Dominique Strauss-Kahn, le ministre de l'économie, Jean-Christophe Cambadélis, le numéro 2 du PS, et François Bernardini,
Le patron de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône est à ce jour le seul responsable du PS mis en examen dans le dossier de la MNEF. Il y a une semaine, à la lumière de l'affaire DSK, le bureau national du Parti socialiste a invité ses élus à se mettre en retrait dès lors que leur nom flirtait, à tort ou à raison, avec les affaires. M. Le Guen a pris une décision personnelle qui l'honore. Je crois que dans un certain nombre de circonstances, il faut savoir se mettre en retrait et ne pas se mettre sa famille politique en difficulté. Je crois qu'il a parfaitement compris ça. C'est une décision qu'il aurait pu prendre plus tôt. Il y avait réfléchi, il la prend maintenant. C'est bien ainsi. Il se conforme tout à fait à l'esprit qui doit être le nôtre dans cette période. Jean-Marie Le Guen aurait dû piloter l'éventuelle candidature Strauss-Kahn à la mairie de Paris. Le retrait politique du ministre a tout bouleversé. La crise qui s'en est suivie chez les socialistes parisiens offre un argument opportun à Jean-Marie Le Guen pour se retirer, tout en affirmant n'être en rien mêlé à l'affaire de la MNEF. Et puis selon le journal Le Monde, une collaboratrice de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Dominique Strauss-Kahn, aurait été mise en examen le 16 novembre dernier pour recel d'abus de biens sociaux, soupçonnée d'avoir bénéficié d'un emploi fictif présumé dans une filiale suisse de la compagnie Elf. Commentaire Olivier Caroff. Dominique Strauss-Kahn était déjà visé par l'affaire de la MNEF. Il va maintenant devoir se méfier de l'affaire Elf. Sa secrétaire particulière vient d'être mise en examen dans ce dossier pour recel d'abus de biens sociaux. Le juge Eva Joly la suspecte d'avoir bénéficié d'un emploi fictif au sein du groupe pétrolier. Le nom de la secrétaire de Dominique Strauss-Kahn figure en effet en bonne place dans ce document. Une main anonyme l'a envoyé à la justice il y a près de 2 ans. C'est une liste de 44 employés, plus ou moins fantômes, d'Elf Aquitaine International, la filiale suisse d'Elf. On y trouve notamment Christine Devier-Joncourt, l'ancienne maîtresse de Roland Dumas. Mais Elf Aquitaine International a aussi versé directement des salaires à de hauts responsables politiques. Au RPR, c'est l'ancien ministre Jean-Jacques de Peretti qui a été mis en examen. Chez Démocratie libérale, un homme discret mais influent, Yves Vervarde, a subi le même sort. Tous deux affirment avoir vraiment travaillé. La secrétaire de Dominique Strauss-Kahn, par contre, aurait, selon le journal Le Monde, reconnu le caractère fictif de son emploi. Le procureur de la République de Bastia vient d'annoncer qu'il abandonnait provisoirement ses fonctions. M. Bernard Farret veut préparer sa défense avant une possible mise en examen pour faux en écriture publique. Les faits remontent à 1989. Le magistrat aurait rédigé un faux procès-verbal de perquisition et le parquet de Paris doit se prononcer dans les tout prochains jours concernant cette éventuelle mise en examen. À Paris, devant la cour d'assises spéciale composée uniquement de magistrats, on juge depuis hier Charles Santoni pour une fusillade dans laquelle un policier du RAID a été tué. C'était le 16 avril 1996 à Ajaccio. Les circonstances de cette fusillade sont mal éclaircies en ce qui concerne l'action policière. Aujourd'hui, le père d'une des victimes, le père du policier, a mis en cause le rôle de l'État. Compte rendu Agnès Varamian et Bernard Connor. Voilà 3 ans que ce père ressasse son dégoût. François Canto ne voulait rien dire durant ce procès. C'est le cœur serré qu'il est venu à la barre ce soir lire ces quelques lignes manuscrites. Mon fils est mort pour rien. Il a perdu la vie à cause de la lâcheté de ceux qui avaient pour mission à l'époque de faire respecter les lois de la République. Les politiques, leur compromission, ont créé un climat détestable, dit François Canto. En 1996, lorsque la fusillade a lieu, le gouvernement négocie en effet avec les nationalistes qui sortent armés en toute impunité. Ce dégoût, les familles des nationalistes corses l'éprouvent aussi. C'est un père qui a perdu son fils, je comprends sa douleur. Mais Jean-Luc aussi, c'était quelqu'un de bien. Et si le RAID avait fait son travail, ni Jean-Luc ni René seraient morts. C'est tout. À l'audience, les policiers du RAID écoutent religieusement le père de leur collègue. À la barre, ils n'en démordent pas, l'arrestation a été bien conduite. Charles Santoni, lui, persiste. Quand les voitures du RAID se mettent à le suivre pour l'arrêter, le militant nationaliste croit à un guet-apens. Il a cru qu'il avait affaire à une bande rivale, à des opposants politiques et que par conséquent, à cette époque-là, il était visé, il a cru qu'il était visé par des opposants à son mouvement. Les 2 premiers témoins arrivés sur les lieux ne voient pas en effet de gyrophares posés sur les voitures de police. Le RAID a peut-être agi trop vite. L'affaire Canto a en tous les cas laissé des traces au RAID. 1 an après la fusillade, sur 95 policiers d'élite, 60 avaient demandé leur mutation dans d'autres services.
Cela fait maintenant 2 semaines que les employés de la société ONET, ONET, chargés du nettoyage d'une partie du métro parisien sont en grève. Ils réclament de nouvelles créations d'emplois, une prime exceptionnelle. Plusieurs stations de métro sont encombrées de vétristis depuis 2 semaines. Dans l'audiovisuel public, côté Radio France, le mouvement de grève se poursuit, non seulement sur des questions d'aménagement du temps de travail, mais aussi sur la réforme du réseau des stations locales. Le président de Radio France, Jean-Marie Cavada, regrette ce soir l'amalgame. À France 2, le mouvement de grève a été suspendu, tout comme à France 3, en fin de matinée. Explication avec Jean-Bernard Schmitt et Frédéric Pasquette. Après les journalistes ce matin, les personnels techniques et administratifs de France 2 ont décidé à leur tour de suspendre la grève, tout en demandant des garanties à la direction. Depuis une semaine, ils protestaient contre les modalités d'application des 35 heures dans l'entreprise. La levée de la grève, ce n'est pas la fin de la solidarité. La levée de la grève, c'est de dire on a eu des engagements, on a eu des avancées, on n'est pas allé jusqu'au bout de ces avancées. Maintenant, il y a une solution aussi pour qu'on puisse régler ce problème qui est un problème très complexe, très épineux, parce qu'il ne concerne pas, je dirais, la poignée de secrétaires et de rédactions qui sont dans l'entreprise, mais il concerne l'ensemble de l'entreprise. Il faut qu'on puisse engager en parallèle aux négociations sur les 35 heures, des négociations sur des statuts spécifiques à ces personnels qui sont attachés à l'information. Dès demain, les négociations sur la réduction du temps de travail doivent reprendre. Les personnels techniques de la rédaction craignent de voir leur pouvoir d'achat baisser lors du passage aux 35 heures, notamment à cause de la limitation des heures supplémentaires. Ils contestent également le projet de modulation des horaires. Dans ces propositions, la direction affirme quant à elle prendre en considération la diversité des situations. Nous sommes dans une situation complexe où il y a beaucoup de métiers, où il y a des statuts différents, des personnels différents, des journalistes, des non-journalistes. Et c'est vrai qu'obligatoirement, ça pose des problèmes d'application pour la loi sur les 35 heures, plus particuliers, plus complexes. Demain, les programmes de France 2 retrouveront donc leur cours normal. En revanche, un préavis de grève est toujours déposé à Radio France pour les techniciens. Suivi selon les syndicats par 15% du personnel technique, ce mouvement de protestation a perturbé toute la journée le déroulement de plusieurs émissions. En Algérie, Abdelkader Hachani, le numéro 3 du Front islamiste du Salut, assassiné hier à Alger, a été inhumé cet après-midi en présence de quelques 2000 personnes. La presse algérienne se demandait ce matin à qui profitait le crime et désignait plutôt le groupe islamique armé. Commentaire Thierry Tulier. C'est un geste fort du pouvoir. Assigné à résidence, Abbassi Madani a été autorisé à se recueillir devant la dépouille mortelle d'Abdelkader Hachani. C'est la première apparition publique de l'un des chefs historiques du FIS depuis presque 2 ans. Un événement à la mesure du poids d'Abdelkader Hachani. La foule qui a accompagné son cercueil de son domicile de Bab el-Oued au cimetière d'El Kettar ne s'y est pas trompée. Silencieux, recueillis, il y a là surtout des sympathisants islamistes, mais aussi bon nombre de personnalités politiques, qui toutes posent la question de l'avenir de la paix en Algérie. C'est une grande perte pour le pays. Et c'est une embûche de plus sur la voie de la réconciliation nationale. C'est un assassinat politique, un mauvais coup pour le processus de réconciliation. Pour la presse, le crime est signé. Il est l'œuvre des GIA, partisans du pire opposés au choix d'Abdelkader Hachani en faveur de la réconciliation. L'un des partis d'opposition, le FFS, est lui beaucoup moins catégorique. Aujourd'hui, il est difficile de dire c'est une vengeance ou pas. C'est pour cela que toute la lumière doit être faite sur cet assassinat par une commission d'enquête internationale. Faute de revendications, l'heure est aux hypothèses. Mais ce soir à Alger, les plus critiques estiment que la politique de concorde d'Abdelaziz Bouteflika est sur le point d'échouer. Pourtant, les redditions dans les maquis se poursuivent et le président algérien entend se donner du temps. Ce n'est qu'en janvier qu'il dressera un bilan définitif. Au Kosovo, le président Bill Clinton vient d'effectuer une visite de quelques heures. Il a été accueilli par le représentant spécial de l'ONU, Bernard Kouchner. À celui-ci, le président américain aurait promis d'accélérer l'octroi de fonds pour les fonctionnaires kosovars. Et puis, M. Clinton a appelé les Albanais du Kosovo à essayer de pardonner. En Israël, la cérémonie de pose de la première pierre d'une mosquée tout près de la basilique de l'Annonciation à Nazareth a commencé. Il n'y avait ni représentants du gouvernement israélien, ni délégués de l'autorité palestinienne. Depuis 24 heures, les lieux saints chrétiens sont fermés en signe de protestation contre l'édification de cette mosquée. Et puis à Rome, le Vatican a accusé le gouvernement israélien de fomenter la discorde entre chrétiens et musulmans.
Le pape Jean-Paul II vient de faire plier l'Église allemande. Il demandait la clarté sur l'avortement en exigeant que les centres catholiques ne délivrent plus de certificats permettant aux femmes d'avorter. En Allemagne, il faut le savoir, il y a près de 1700 centres laïcs, protestants et catholiques qui délivrent ces certificats. Jusqu'à présent, l'Église allemande avait résisté aux injonctions papales. Correspondance Olivier Lerner et Jürgen Dombrowski. Au nom de la liberté de leur Église, à laquelle ils ont toujours été très attachés, les évêques allemands faisaient de la résistance. Depuis 5 ans, le Vatican exigeait l'interruption volontaire de leur soutien exercé dans 264 centres du Conseil catholique, comme celui-ci, qui pouvaient délivrer les certificats nécessaires à l'interruption volontaire de grossesse. L'avortement est illégal en Allemagne, mais dépénalisé après ce tampon de l'Église allemande ou des institutions laïques reconnues par l'État qui donnent le feu vert. Un scandale. Un véritable affront pour le Vatican qui parlait de complicité de meurtre dans l'Église allemande. Jean-Paul II a fait preuve de patience, de persévérance aussi, et il a donné l'ordre à ses représentants en Allemagne de ne plus délivrer le moindre certificat. Il aura donc fallu 5 ans pour que cette injonction soit entendue une fois pour toutes. L'avortement n'est pas un meurtre. C'est l'homicide d'une vie qui est en train de se développer. C'est quelque chose qui a commencé à vivre et qui disparaît après. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y avait rien. Mais on ne peut pas parler d'un meurtre non plus. 130 000 avortements sont pratiqués chaque année en Allemagne. Les prélats affirment qu'ils ont su faire revenir une femme sur 4 sur sa décision d'avorter, sauvant ainsi 5 000 vies par an. Hasard du calendrier ou réponse du berger à la bergère, toujours est-il que le ministre allemand de la Santé annonce ce soir que plus rien ne s'oppose au lancement de la pilule abortive. Pourtant, sa commercialisation avait été remise en cause ces derniers jours par un groupe de pression catholique bavarois. La pilule abortive, Helmut Kohl était contre, mais Gerhard Schröder est pour. Le Vatican, sur cette question, ne pourra en aucun cas exercer son droit de veto. Sport, football, à Athènes cet après-midi, l'équipe grecque d'AEK Athènes recevait l'AS Monaco. Le match comptait pour les 16e de finale aller de la Coupe de l'UEFA. 2-2, c'est le score final, avec pour Monaco 2 buts, un but de Juili et un but de Marco Simone. Et puis félicitations, vous avez vu, on voit bien les poteaux du stade d'Athènes. Voilà le deuxième but de Marco Simone. En attendant Charles Aznavour, dans un an à Paris, ce sera sur scène du 24 octobre au 17 décembre 2000. Vous pourrez vous procurer l'équivalent de 6h30 de concerts dans des DVD que j'ai ici, que Pascal Gervais va vous montrer. Des concerts de 1968 à 1997, c'est un vrai bonheur avec évidemment beaucoup de souvenirs. Alors ils seront précieux puisque Charles Aznavour, qui se trouvait au début de ce mois à Montréal, aurait décidé de réduire ses apparitions sur scène. Alors avant de nous en entretenir avec lui-même, voici, grâce au reportage de Frédéric Bonnet et Elie Cohen, un peu de ce voyage canadien. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais lui barbouiller ses grilles en virant de bord. Emmenez-moi. 50 ans que Charles Aznavour nous fait voyager. Cette fois, il nous emmène en tournée à la rencontre de sa famille et de son histoire. Serait moins pénible au soleil. Ça a bien changé tout ça, hein. Bonjour. Combien de temps alors? Pour la première fois que je suis venu dans cette rue-là, c'était en 1948. À cette époque, Paris ne le connaissait pas encore, mais Aznavour faisait déjà un tabac avec Pierre Roche à Montréal. Montréal a toujours été une ville importante parce que j'y ai vécu 2 ans et demi, que j'y ai connu toutes sortes d'aventures artistiques, amoureuses, amicales. Et en même temps, j'ai connu un continent différent, avec une manière différente de vivre. Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête, et le passé revient du fond de ces fêtes. 600 titres chantés dans le monde entier, et toujours les mêmes thèmes, le passé, l'amour, la vie, sans oublier l'avenir, avec qui il a d'ailleurs rendez-vous ce jour-là à l'Université de Montréal. Alors il travaille bien? Oui, très sympathique. Il vous a raconté comment je l'ai interviewé quand il était recruté ici pour à peu près 1h15. Non, et au bout d'1h15, j'ai décidé de lui demander ce qu'il faisait son père. Ah bon? Ça fait toujours plaisir de voir
qu'on peut être pris pour le travail qu'on a réalisé et pas pour celui de mon père. Cet artiste de 75 ans place la famille au cœur de son existence. Katia, sa fille, chante désormais avec lui. À leur côté, dans l'ombre, il y a aussi d'autres fidèles, comme Leven Sayan, manager depuis plus de 35 ans. Ce qui est formidable, c'est qu'à 35 ans, j'aurais jamais cru qu'à travers ce début à Québec, j'aurais eu toutes ces années avec toi, et à travers toi, j'aurais quand même travaillé 10 ans avec Sinatra, j'aurais travaillé avec Liza jusqu'à maintenant, j'aurais travaillé avec Sammy Davis, que j'ai travaillé avec Mario Del Monaco, avec tous les plus grands, et tout ça c'est grâce au démarrage de Québec avec toi. Mais Charles Aznavour le sait, sa force est de nous avoir emportés avec lui toutes ces années durant, et encore aujourd'hui, comme si nous étions, nous aussi, le public, un peu sa famille. Bonsoir. Vous avez vraiment conscience qu'effectivement, on fait partie de votre famille. C'est-à-dire, quand on a préparé ce journal, cet après-midi, pratiquement toute la rédaction égrenait vos chansons. On a l'impression, d'une certaine manière, vous nous appartenez un peu. Je crois qu'il y a un moment où le chanteur était dépassé par l'homme. Et je crois que c'est le plus beau compliment qu'un artiste puisse recevoir. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez restreindre vos apparitions? Vous avez moins de plaisir? Non, je ne sais pas que j'ai moins de plaisir, mais je voudrais quand même vivre un petit peu des choses que j'ai pas eu le temps de vivre. Quoi, par exemple? Parce que depuis des années, depuis 66 ans que je fais ce métier, je peux dire que je dois être l'artiste qui a pris le moins de vacances au monde, parce que où j'écrivais, où je tournais, où je chantais, là, par exemple, j'étais faire un tour, j'étais passé une semaine au Japon, mais sans faire ce métier. Et au Japon, au lieu de prendre des taxis, j'ai pris le métro, j'ai marché, c'est une des plus grandes capitales du monde. Et je me suis retrouvé comme au début, j'ai voulu voir si j'étais encore capable de me débrouiller sans avoir un garde du corps, un secrétaire, etc. etc. J'étais ravi, ça m'a rafraîchi. Mais en même temps, vous dites que vous avez besoin de travailler, vous avez besoin de ça, c'est votre moteur, quoi. Oui, mais j'ai des disciplines différentes, c'est-à-dire que je travaillerai toujours, je travaillerai à la maison, j'écrirai, ou je ferai un téléfilm, j'en fais toujours. Par exemple, pour la scène, qu'est-ce que vous avez besoin encore de travailler? Je voudrais savoir, par exemple, comment vous avez réussi cette économie de gestes? Quand vous dites « emmenez-moi » et que vous avez ce geste que tous les imitateurs reprennent, vous l'avez trouvé comment? Vous le choisissez comment, ce geste précis pour chaque chanson? Je le trouve en scène. En scène. Je ne travaillais jamais la mise en scène avant. On répète les chansons, mais je trouve tout en scène. Ce que j'ai trouvé le premier jour et qui semble bon, je le garde, etc., etc. Mais toute cette économie de moyens, je le dois quand même à Piaf. Moi, je dois beaucoup de choses aux autres. Je dois la carrière internationale que j'ai faite, je le dois à Chevalier, parce que j'ai parlé souvent avec lui, qui m'a expliqué beaucoup de choses. L'écriture, je le dois à Trenet. Entièrement, et puis l'économie de moyens, je le dois à Piaf. Voilà, ce sont mes trois grandes idoles françaises. Oui, et en même temps, il y a une chanson Aznavour, il y a un style Aznavour, il y a quelque chose que petit à petit vous avez créé. Je n'ai jamais essayé d'imiter quelqu'un. Ouais. J'ai admiré quelqu'un, j'ai appris à travers quelqu'un, mais je ne l'ai jamais imité. Et alors, quelle est la définition que vous donneriez d'une chanson? C'est quoi une chanson? Parce que il y a certaines de vos chansons que le monde entier connaît, que le monde entier chante, que des générations très diverses connaissent. Alors c'est quoi une définition de chanson? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y a différentes chansons. Il y a la chanson très populaire, la chanson facile, la chanson que l'on consomme tout de suite, la chanson qui est faite pour le bas du corps parce qu'on danse, parce qu'on bouge, la chanson qui est faite plus pour l'esprit, une chanson qui est faite pour le cœur. Et je crois que toutes les chansons sont valables. Je ne crois pas on ne peut pas dire « Ah, mais ce genre de chanson, c'est pas beau, faut l'abandonner, pourquoi ils chantent ça ?» Non, il y a des artistes qui sont faits pour ce genre de chanson et d'autres pour cet autre genre de chanson. Il est indéniable que, je sais pas moi, Brassens et Sheila, c'est pas la même chanson, mais c'est quand même des bonnes chansons.
Les leçons du succès, vous vous rappelez que ça fait 70 ans que vous chantez. Au départ, ça a été quand même galère. Vous avez chanté y compris dans la rue. Vous avez fait tout un tas de métiers un peu durs. Vous avez des leçons que maintenant vous donnez éventuellement d'ailleurs à votre fille ou votre fils, il va faire autre chose. Mais vous leur donnez quoi comme leçon de la vie que vous avez menée? Je leur ai donné simplement une chose. Je leur dis que rien ne peut remplacer les heures de travail. Rien. Mais on ne peut pas donner. Moi, je n'ai jamais donné de conseil à un artiste. Parfois, j'ai donné mon avis, mais jamais le conseil. Parce que le conseil, on le donne à travers soi, à travers ce qu'on sait faire, et ça n'est pas juste peut-être pour la personne qui est en face de vous. Alors on dit souvent que Charles Aznavour, c'est le seul qui a vraiment réussi dans le monde entier, et surtout aux États-Unis. Est-ce que ça vous conduit à porter un regard sur la France un peu distancié? Non, alors quand on dit que j'ai réussi aux États-Unis, il ne faut pas exagérer. J'ai réussi à faire une carrière internationale. Je n'ai pas fait une réussite américaine. Et je ne tenais pas à faire une réussite américaine. Quand même. Non, mais j'ai fait... Les commentaires sur vous aux États-Unis sont extraordinaires. Oui, mais c'est dans le cadre de ma carrière internationale. Je n'aurais pas voulu faire une carrière uniquement américaine. C'est très curieux, mais on a besoin de ses racines. On a besoin de revenir chez soi. On se ressource chez soi, dans sa propre langue, dans son milieu. Vous avez chanté le temps. Quelle est la notion de temps que vous avez? Vous avez 75 ans. C'est quoi maintenant le temps pour vous? J'ai l'impression que j'en aurai jamais suffisamment. C'est vrai. Vous l'avez déjà chanté, d'ailleurs, je n'avais pas suffisamment le temps. Merci beaucoup, Charles Aznavour. Je rappelle donc qu'on vous retrouve dans ces concerts extraordinaires. Le premier, d'ailleurs, c'est 68, on retrouve dans le DVD. Merci beaucoup. Je vous rappelle à la fin de cette édition 2 informations. Tout d'abord concernant le protocole d'accord que la France et la Grande-Bretagne auraient mis au point concernant l'embargo sur la viande de bœuf britannique. 5 recommandations seraient acquises entre les 2 pays. Le gouvernement français va maintenant demander l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire. Et puis les sapeurs-pompiers qui ont manifesté leur mécontentement dans de très nombreuses villes de France. Ils veulent que leur profession soit reconnue dangereuse et insalubre. Dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet, à 23h15, la vie à l'endroit, le monde du porno, magazine présenté par Mireille Dumas, et puis, et puis le journal de la nuit qui vous sera présenté par Florence Duprat. Demain, 7h50, dans la 4 vérités, Françoise Laborde recevra le professeur Bernard Glorion, qui est le président du Conseil national de l'Ordre des médecins. À 13h, vous retrouverez ici même Carole Glessler et Rachid Arabe. À demain, 20h. Bonsoir. Merci. Merci à vous.